une nouvelle fois aux organisateurs pour cette invitation. Donc effectivement, on va maintenant parler de transplantation hépatique. Et voici mes liens d'intérêt. Donc le dernier consensus concernant la transplantation hépatique remontait en France à 2005. Et donc l'année dernière, sous l'égide de plusieurs sociétés savantes, dont la FEF, nous avons eu une grande manifestation pour remettre au point les indications de transplantation hépatique. Donc il y avait aussi bien des réanimateurs, des hépatologues, des chirurgiens. Donc plusieurs chapitres ont été abordés et le texte actuel est encore en cours de relecture. Donc pour cette session aujourd'hui, on va se focaliser sur le chapitre dont j'ai été la relectrice qui concerne les hépatites virales. Donc avec comme objectif de voir ce qui a changé dans la prise en charge de ces patients depuis 2005. Et voilà les questions que l'on a posées durant ces recommandations. D'abord, quelle est l'épidémiologie actuelle des hépatites virales en France dans le cadre de la transplantation hépatique? Comment faire pour optimiser la prise en charge des patients ayant une hépatite B dans le cadre de la transplantation, ayant une hépatite C dans le cadre de la transplantation. Et finalement, je terminerai brièvement par quelques notions sur les greffons dits marginaux qui ont été en contact avec soit le virus de l'hépatite C, soit le virus de l'hépatite B. Alors, quelle est l'épidémiologie actuelle des hépatites virales? Tout d'abord, pour commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la transplantation hépatique en France, cette diapositive un peu complexe de l'Agence de biomédecine vous montre deux choses. La ligne orange est l'activité de transplantation hépatique en France et vous voyez qu'on réalise un peu plus de 1200 transplantations, un peu plus même sur ces 2 dernières années en France. Mais vous avez aussi en vert le nombre de patients qui sont inscrits sur liste. Et vous voyez qu'il existe donc une augmentation de ces deux lignes, mais une inadéquation. Et donc on a une pénurie d'organes en France et on estime aujourd'hui qu'on a un greffon pour 2,4 candidats. Alors quelles sont les indications au sens large? Finalement, sur ces dernières années, vous pouvez voir que les deux grandes indications sont la cirrhose décompensée et le carcinome hépatocellulaire, avec une augmentation ces dernières années de l'activité et des indications de carcinome hépatocellulaire. La courbe jaune correspond en fait aux cirrhoses décompensées, mais qui ont des fonctions hépatiques préservées et qui passent par une composante expert. J'y reviens tout de suite. Comment est-ce qu'on accède à la transplantation en France? Finalement, comme je vous l'ai dit, deux grandes indications s'opposent, la cirrhose décompensée et le carcinome hépatocellulaire. Le carcinome hépatocellulaire qui survient majoritairement chez des patients qui ont une cirrhose décompensée. Donc pour qu'ils puissent accéder à la transplantation, c'est le délai d'attente sur liste qui va leur permettre d'avoir des points et finalement d'être transplantés. Je vous rappelle qu'on ne transplante pas tous les carcinomes hépatocellulaires, qu'il y a des contraintes en termes de taille, de nombre de nodules et de taux d'alpha-fétoprotéines. À l'opposé, on a les cirrhoses décompensées. Pour eux, seule leur gravité compte. Et leur gravité est basée sur le score de MELD. Si leur score de MELD ne leur permet pas d'accéder à la transplantation, c'est dans ce cas qu'on peut recourir à des avis d'experts qui vont permettre d'avoir des points supplémentaires et d'accéder à la transplantation. Et bien sûr, il existe une priorité nationale, dite de super-urgence, pour les hépatites fulminantes. Alors, pour parler plus précisément des hépatites virales, finalement, vous voyez que ça ne représente que un quart de notre activité, 23% en 2016. La première indication de transplantation reste l'alcool en France et 20% donc des patients transplantés l'étaient pour une hépatite C, moins de 10% pour une hépatite B. Bien sûr, cette différence est liée à l'accès au traitement plus ancien pour l'hépatite B que pour l'hépatite C, mais les choses changent. Et une nouvelle fois, une diapositive un peu chargée de l'Agence de la biomédecine, mais qui vous montre le nombre de patients transplantés par an pour hépatite C. Et ici, vous avez en 2013 l'accès aux nouveaux traitements. En rose, ce sont les carcinomes hépatocellulaires, en bleu, les patients cirrhotiques. Et vous voyez qu'on observe une diminution de l'activité de transplantation pour hépatite C. Et on peut s'attendre que dans les années qui viennent, on ait encore moins de patients transplantés pour hépatite C et qu'on rejoigne les chiffres finalement de l'hépatite B. Donc cette activité a généré une première recommandation. Il faut indiquer la transplantation hépatique, bien sûr, en cas d'hépatite virale, pour hépatite fulminante, cirrhose décompensée et carcinome hépatocellulaire, selon les critères habituels, et je vais y revenir souvent, quel que soit le statut virologique du patient.
Donc, comment peut-on optimiser la prise en charge des patients ayant une hépatite B? Alors, il faut savoir que déjà, c'est une très bonne indication de transplantation et que les résultats sont excellents. Quand on regarde tous les registres français, européens, américains, c'est une indication dont les résultats sont bons. On a 75% de survie à 5 ans et 70% de survie à 10 ans. Vous pouvez voir ici les hépatites B, contrairement aux hépatites C qui sont ici. Donc on fait bien avec l'hépatite B parce qu'on connaît la gestion de l'hépatite B depuis plus longtemps. Il y a un enjeu, c'est toujours éviter la récidive du virus après la transplantation. On ne guérit jamais de l'hépatite B. Comme vous le savez, le cccDNA permet toujours une réactivation du virus. Donc il faut mettre en place une prophylaxie et un traitement pour éviter cette récidive. Heureusement, on connaît depuis longtemps les facteurs de risque de récidive après transplantation. Les patients à faible risque sont ceux qui sont en train de guérir au moment de la transplantation, donc les hépatites fulminantes, sur le plan virologique bien sûr, ceux qui ont une charge virale faible ou indétectable et ceux qui sont co-infectés Delta parce qu'ils ont eux aussi souvent une charge virale B faible. A contrario, ceux qui sont à fort risque, ce sont les patients qui ne sont pas compliants, qui ont un carcinome hépatocellulaire, qui sont immunosupprimés, qui ont un virus spécial muté résistant au traitement et bien sûr ceux qui ont une charge virale la plus élevée. Alors, que doit-on faire face à un candidat potentiel? Eh bien, il y a 3 situations distinctes dans l'hépatite B, l'hépatite fulminante, la cirrhose décompensée ou CHC et la réactivation B grave. Alors, dans l'hépatite fulminante, il n'y a pas de spécificité pour l'hépatite B. On pose l'indication selon les critères dits de Clichy-Villejuif ou du King's College, pour ceux qui sont spécialistes. En gros, c'est quand on a des facteurs de la coagulation qui sont abaissés, inférieurs à 20%, avec déjà une encéphalopathie hépatique au moins de stade 2, voire 3. Par contre, on le sait, il n'y a pas d'indication à introduire un traitement antiviral en cas d'hépatite fulminante B. Ça ne sert à rien. Les patients sont graves sur le niveau du foie, mais finalement, bien souvent, sont en train de guérir sur le plan virologique au moment où on les prend en charge. Et donc, le traitement n'a pas d'impact. Et il faut bien sûr transplanter, même si je vous ai dit que la charge virale est un facteur de récidive. On transplante ces patients qui ont un risque vital immédiat, quelle que soit la hauteur de la charge virale, qui est d'ailleurs souvent basse au moment de la transplantation. Le cas le plus fréquent est celui des cirrhoses décompensées et des CHT. Je vous ai mis ici les recommandations européennes qui préconisent de traiter tous les patients qui sont candidats à la transplantation et ce, quelle que soit la hauteur de la charge virale, à partir du moment où elle est détectable. On ne tient pas compte des autres critères, en particulier des transaminases comme pour les autres patients. Et bien sûr, pour les patients qui sont inscrits pour une cirrhose décompensée, il faut continuer de dépister le carcinome hépatocellulaire sur liste et bien sûr le traiter lorsqu'il est présent. Pour la réactivation virale B grave, je ferai une petite aparté. Vous le savez, la réactivation virale B survient chez des patients dans 2 conditions. Soit des patients qui ont un antigène HBS positif et qui finalement parfois même ont une charge virale négative et qui sont asymptomatiques. Ou les patients qui ont un statut dit guéri. Et je le rappelle, donc les patients ne sont jamais guéris, qui ont un anticorps anti-HBC positif avec un anticorps anti-HBs positif et un antigène négatif. Ces patients, quand on va les traiter soit par immunosuppresseur, soit par chimiothérapie, ils ont un risque de réactivation et de réactivation grave. Et c'est une activité non nulle de transplantation aujourd'hui, alors même qu'il existe des recommandations. Les recommandations sont fortes avant d'initier un traitement immunosuppresseur ou une chimiothérapie, et en particulier dans notre spécialité, il faut systématiquement dépister l'hépatite B. Quand les patients ont un antigène HBs positif, quels que soient les autres marqueurs, quelle que soit la charge virale, il faut traiter et au moins 6 mois à 1 an après l'arrêt de la chimiothérapie ou des traitements immunosuppresseurs, il faut poursuivre les traitements. Et pour les patients qui sont contacts anti-HBC positifs, ça peut se discuter en fonction du niveau d'immunosuppression, mais on recommande en particulier pour les anti-CD20 de traiter les patients et là aussi de prolonger le traitement 6 mois, 1 an après l'arrêt des traitements immunosuppresseurs.
Malgré ces recommandations fortes, il existe des cas de réactivation B grave, donc tout le monde ne suit pas ces recommandations. Et il faut traiter les patients par antiviraux quand cette réactivation survient. Ça permet deux choses. D'abord d'améliorer les fonctions hépatiques et chez un certain nombre de patients, d'éviter la transplantation. Et puis, si malheureusement les fonctions hépatiques ne s'améliorent pas, traiter permet de diminuer la charge virale et donc de diminuer les risques de récidive après transplantation. Alors, que doit-on faire, et très brièvement, chez un patient transplanté? Ça, c'est vraiment du domaine de la spécialité. Eh bien, on sait qu'il faut adapter nos traitements de prophylaxie, et on a beaucoup évolué au cours du temps. Vous voyez ici le risque de récidive en fonction de la prophylaxie que l'on met en place, et il y a un niveau de recommandation fort pour associer à la fois un antiviral de nouvelle génération à des injections d'immunoglobulines anti-HBs à des fortes doses. Donc, concernant l'hépatite B, voilà les recommandations que nous avons émises. Il faut traiter systématiquement les patients par antiviraux directs ayant une hépatite B chronique et candidat à la transplantation, quelle que soit la charge virale. Il faut traiter systématiquement les patients ayant une réactivation B. Soit ils vont s'améliorer, soit ça va faire baisser la charge virale avant d'arriver à la transplantation, mais il ne faut en aucun cas retarder la transplantation pour faire baisser la charge virale. Il faut envisager sans délai, bien sûr, une transplantation pour hépatite B fulminante, et la récidive doit être prévenue par une association d'antivirales directes et d'immunoglobulines. Donc voilà pour l'hépatite B. Maintenant, comment optimiser la prise en charge des patients transplantés pour hépatite C? Finalement, les traitements que vous voyez dans beaucoup de communication lors de ce congrès sont extrêmement efficaces et sont en train de changer complètement, vous le savez, le pronostic de ces patients. Mais il ne faut pas oublier que pendant 2 décennies, la récidive de l'hépatite C après transplantation était la première cause de mortalité chez ces patients, avec des résultats nettement moins bons que pour les autres indications, aussi bien en termes de fonction de survie globale du patient que celle du greffon, avec 65% de survie globale à 5 ans et 60% de survie du greffon dans le registre européen. Et on le sait, la seule façon d'améliorer le pronostic de ces patients, c'était d'obtenir une réponse virologique soutenue, qui n'était pas simple d'obtenir avec l'interféron. Heureusement, aujourd'hui, tout a changé. Donc, pour l'hépatite C aussi, l'enjeu est d'éviter la récidive. Et aujourd'hui, c'est possible parce que, contrairement à l'hépatite B, l'hépatite C, on en guérit et on a les armes thérapeutiques pour le faire. Alors, vous allez me dire, reste-t-il des enjeux? Oui, quand même, parce qu'il faut déterminer le bon timing du traitement et finalement, l'enjeu, c'est quand traiter. Est-ce qu'il faut traiter les patients avant la greffe? Est-ce qu'il faut les traiter après la greffe? Intuitivement, on aurait envie de dire on va traiter tout le monde avant. C'est logique. Si on fait un traitement complet et qu'on obtient une réponse virologique soutenue avec au moins 12 semaines d'intervalle libre entre la fin du traitement et la transplantation, les patients sont guéris et on n'a aucune chance de récidive. Si, quand bien même le traitement est incomplet et la charge virale est négative, on a seulement 20% de récidive versus 100% quand le patient est répliquant. Donc on aurait envie de traiter avant. On aurait aussi envie de traiter avant pour éviter la greffe. On l'a vu dans l'hépatite B, ça permet d'éviter la transplantation à certains patients qui ont des réactivations B graves. Donc on pouvait s'attendre à voir la même chose avec l'hépatite C. Malheureusement, c'est pas aussi simple. On permet quand même d'éviter la greffe de patients qui ont une cirrhose décompensée dans 30% des cas. Bien sûr, ceux qui ont un carcinome hépatocellulaire seront transplantés. Et on sait que cette réponse et cette chance d'éviter la transplantation dépendent de la gravité initiale. Moins on est grave et plus on a de chances d'éviter la transplantation, et surtout de la réponse en termes de fonction hépatique dès les premières semaines de traitement. Plus vite les patients s'améliorent après introduction du traitement, et plus ils ont de chances ici d'être inactivés ou d'être retirés de liste, alors que les patients les plus graves, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi se poser la question? Bien finalement, c'est quand même que les chances de guérison sont un peu plus faibles, même si les résultats sont bons, en cas de cirrhose décompensée. Toutes molécules confondues, on a 95-98% maintenant de réponses virologiques soutenues chez nos patients, alors que quand ils ont une cirrhose décompensée, eh bien finalement, on peine à arriver à 90% de patients qui guérissent. Donc c'est un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'on les expose à des traitements qui peuvent engendrer des résistances, et cela peut compliquer leur prise en charge, y compris après la greffe. L'autre chose à prendre en compte, c'est que finalement, nos traitements aujourd'hui pour l'hépatite C sont extrêmement bien
tolérés, mais les quelques événements indésirables graves, rares mais graves, sont survenus principalement chez des patients qui avaient des cirrhoses décompensées. Alors, certes, c'était les premiers patients qu'on traitait, mais il y a eu cette alerte avec l'association du sofosbuvir et de l'amiodarone, donc qui est une contre-indication. Et puis, il y a eu d'autres événements qui ont été décrits. Certains patients se sont même aggravés en cours de traitement. Certains patients ont fait des acidoses lactiques lorsqu'ils arrivaient des cirrhoses décompensées. Pour d'autres encore, des hypertensions artérielles pulmonaires et des poussées d'hypertension porto-pulmonaire. Et puis, je ne vais pas revenir sur ce débat, mais vous savez qu'il y a eu un grand débat concernant le risque de récidive et de forme de CHC plus grave après traitement. Donc, ce débat est encore en cours, même si aujourd'hui, on est quand même très rassuré sur le fait que les traitements n'aggravent pas le carcinome hépatocellulaire, mais peut-être des formes quand même plus agressives. Alors, comment choisir? Finalement, voilà les recommandations que nous avons émises. Lorsqu'on a un patient qui est sur liste, inscrit pour un carcinome hépatocellulaire, s'il est compensé et que le carcinome hépatocellulaire est contrôlé, on le traite pour l'hépatite C. S'il a une cirrhose décompensée, on est vigilant. Le seul argument, ce serait d'aider au contrôle du carcinome hépatocellulaire et de pouvoir proposer plus de traitements d'attente. Par contre, si le carcinome hépatocellulaire n'est pas contrôlé, pas contrôlable et que la cirrhose est décompensée, on recommande d'attendre. En cas de cirrhose décompensée, grave avec un score de MELD élevé, on recommande d'attendre. Par contre, pour les cirrhoses intermédiaires, les MELD bas, on décide de les traiter majoritairement. Pour les MELD les plus élevés, on recommande d'attendre, et entre les deux, on ne sait pas très bien en l'absence de facteurs prédictifs solides. Alors voilà les recommandations qui ont été faites. Il faut finalement traiter tous les patients ayant une hépatite C chronique avant ou après la greffe, mais il faut décider en RCP du traitement avant ou après la greffe. C'est vraiment le message fort, parce qu'après, il n'y a plus de problème. On a plein de combinaisons qui vont nous permettre de guérir ces patients. Alors, pour terminer, comment utiliser les greffons provenant de donneurs qui ont été ou sont en contact avec l'hépatite B et l'hépatite C. C'est pas anodin, parce que finalement ce sont des greffons dits marginaux, mais c'est une ressource importante, et surtout dans un contexte de pénurie d'organes. On estime que 7% des donneurs ont un anticorps anti-HBC positif et 1% des donneurs ont une sérologie de l'hépatite C positive. Alors, en ce qui concerne les anticorps anti-HBC positifs, ces donneurs, ce n'est plus une greffe dérogatoire. Donc, en théorie, on n'est pas obligé de faire consentir le patient, quand bien même c'est toujours important de l'informer. Et on peut attribuer ces greffons à tout receveur en fonction du degré d'urgence. Mais c'est vrai que le risque de récidive de l'hépatite B est quasi nul si le receveur est immunisé. Donc, on va privilégier ces greffons pour les patients qui ont eux-mêmes une transplantation pour hépatite B, qui sont vaccinés ou qui ont été eux-mêmes en contact avec le virus de l'hépatite B. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils prennent au long cours un traitement antiviral. En monothérapie, ça semble suffisant. Pour l'hépatite C, ça reste des greffes dérogatoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit non seulement bien sûr informer le patient, mais le faire consentir et recueillir sa signature pour lui attribuer ces greffons, et ça ne s'adresse qu'aux patients qui ont eux-mêmes une sérologie positive. Alors, c'est sûr qu'il existe un récidive si on transmet un greffon répliquant aux patients. Aujourd'hui, on estime que 50% des donneurs qui ont une sérologie C positive ne répliquent déjà plus le virus de l'hépatite C, et ça devrait probablement être encore plus important dans les années qui viennent. Donc il faut encourager nos patients à accepter ce type de greffon et peut-être même étendre un jour ces greffons à l'ensemble de notre population de receveurs. Il faut bien sûr toujours, même si ce sont des greffons marginaux, s'assurer de la bonne qualité du greffon, c'est-à-dire peu ou pas de fibrose, et toujours donc informer les patients. Donc voilà les recommandations que nous avons émises. Il faut privilégier l'attribution des greffons anti-HBC positifs aux receveurs anti-HBS positifs, ou au moins ceux qui sont immunisés, en prévenant la récidive avec un antiviral derrière la greffe. Et puis il faut attribuer les greffons anti-VHC+, aux receveurs anti-VHC+, eux-mêmes, en tenant compte bien sûr de la qualité du greffon, et traiter la récidive si elle survient.
Donc, en conclusion, quels sont les points forts à retenir de ces recommandations? L'hépatite virale, c'est environ 20-25% de l'activité de transplantation en France, hépatique. Il faut bien sûr penser à la transplantation en cas d'hépatite fulminante, de cirrhose décompensée, de carcinome hépatocellulaire, et ce, indépendamment du statut virologique du patient. Il faut toujours traiter l'hépatite B avant la greffe et bien sûr faire une prophylaxie adaptée associant antiviral et immunoglobuline après la greffe. Il faut toujours traiter l'hépatite C avant, après. Il faut décider ensemble parce que ce sont des patients complexes. Donc, je vous recommande de faire une RCP pour ces patients. Et enfin, bien sûr, penser aux greffons marginaux qui nous permettent de lutter contre la pénurie des greffons. Et je vous remercie pour votre attention.